Vos postes téléviseurs pour nous suivre, nous, ces belles dames, dames, parce que nous recevons des dames, mais âmes, parce que ces dames que nous recevons ont justement une belle âme. Cette belle âme se caractérise par cette façon de mieux faire et d'impacter les personnes autour d'elle. Et ce jour, j'ai vraiment le plaisir de recevoir pour vous une dame qui a traversé une situation très difficile, mais par la grâce de Dieu, on peut le dire, qui a retrouvé le sourire, qui peut partager aujourd'hui le sourire à d'autres personnes, mais surtout conscientiser cette femme. Nous parlons donc pour cette thématique du jour d'une rescapée qui a été sauvée pour sauver. Elle, c'est donc Karine Anikian à qui nous disons bienvenue. Merci, maman Julie. Comment vous allez? Je me porte bien, maman Julie. Bonne fête des droits de la femme, puisque le mois continue. Donc, on va continuer de célébrer cette femme, parmi lesquelles vous. Merci beaucoup. Bonne fête à vous également. Merci, merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que vous êtes une rescapée. J'ai pas dit de quoi, je veux le dire. Mais avant que nous abordions le sujet, le vif donc du sujet, j'aimerais que vous nous dites également qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous. Merci de me recevoir sur votre plateau. Je m'appelle Karine Anikian. Actuellement, je suis l'AG en charge des finances du Stade de Martyrs, mais dans mon parcours professionnel, j'ai 14 ans en tant que directrice des ressources humaines, donc j'ai quitté d'un secteur privé vers un secteur public, mais dans ma vie associative, je suis la présidente de l'ASBL Espoir pour elle, qui fait de la sensibilisation et de la prévention sur les cancers féminins, entre autres le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, le cancer des ovaires et de l'endométriose également. Tout ce qui concerne directement la femme. Voilà. Alors, je crois que les téléspectateurs ont compris. On va parler justement du cancer du sein. Vous avez été frappée par cette maladie qui avait peut-être failli vous emporter certainement, mais par la grâce de Dieu, vous êtes devant nous et aujourd'hui, vous décidez justement d'aider ces femmes et de sensibiliser non seulement la femme, mais aussi la jeune fille à comprendre, à se connaître, à savoir détecter et aller donc se faire soigner si le besoin se fait sentir. Mais j'aimerais qu'on rentre un peu sur vous. Quand est-ce que vous constatez que vous avez un problème avec votre sein? Déjà, dans ma famille, on a des antécédents. Ma mère a également traversé un cancer du sein. Donc, j'étais déjà sensible sur la question qui tournait autour du cancer et j'attendais de totaliser mes 40 ans pour pouvoir faire une première mammographie. Parce qu'on ne peut pas faire cette mammographie avant les 40 ans? Bon, les médecins... Ou bien vous aviez juste vos propres... Les recommandations sont qu'il faut les faire à 40 ans. Moi, j'ai attendu de les avoir justement. Mais je pense que quand on a des antécédents en famille, il faut très souvent aller consulter un gynécologue. C'est important. Moi, je ne le faisais pas. J'ai attendu 40 ans. Et justement, le lendemain de mes 40 ans, c'est là que j'ai senti un nodule dans mon sein. Un nodule, c'est-à-dire une masse, pendant que je faisais de l'autopalpation. Je pourrais dire que c'est l'autopalpation qui a permis que je puisse détecter cette masse dans mon sein. D'où il est recommandé à toutes les femmes de pouvoir justement faire cet exercice-là qui est l'autopalpation 7 jours après vos périodes. On ne le fait pas tous les jours, hein, sinon après ça crée une psychose. Oui. Mais c'est vraiment 7 jours après vos périodes, vous vous touchez, vous palpez vos seins, vous appuyez le téton pour voir s'il n'y a pas un écoulement suspect, s'il n'y a pas un ganglion ou une masse dans le sein. Mais pour les femmes qui sont ménopausées, on le fait une fois le mois et elles n'ont jusqu'à choisir une date pour le faire. Par exemple, chaque premier jour du mois, faire de l'autopalpation. Alors, vous n'êtes pas médecin à ce niveau, je vais quand même vous interrompre. Vous n'êtes pas médecin, mais puisque vous êtes passé par là, vous en savez un peu plus. Vous avez parlé de 7 jours après les menstruations. C'est 7 jours après la fin des menstruations ou 7 jours à dater des jours du premier jour de menstruation? Après la fin, à ce moment-là, les seins ne sont plus volumineux, ils reprennent leur taille normale. Oui, allez-y. Voilà. Et justement, comme je le disais, le lendemain de mes 40 ans, j'ai senti ce nodule. Et c'est là que j'ai vraiment décidé de consulter un médecin. J'ai consulté le médecin, mais il n'a pas
ils n'ont pas diagnostiqué un cancer du sein. Donc, j'avais fait et l'écho mammaire et la mammographie. Ils m'ont dit que c'était une dilatation des glandes mammaires. Donc, rien à voir avec le cancer. Et pour vous, plus de mal que de peur? J'étais soulagée, mais entre-temps, j'avais mal. Donc, pendant 3 mois, on m'a demandé d'appliquer des anti-inflammatoires. Ce que j'ai fait, j'ai appliqué des anti-inflammatoires pendant 3 mois, mais la douleur persistait. Et au bout de 3 mois, je suis rentrée à l'hôpital pour dire au médecin, vous m'avez prescrit des anti-inflammatoires, mais j'ai toujours mal. Il a dit, OK, on va refaire une écho mammaire pour voir ce qui se passe, mais tu ne pourras pas faire une autre mammographie parce que tu viens d'en faire au courant de l'année. Et quand je on n'en fait qu'une. Oui, une, mais là, c'était au courant de la même année. Et on fait l'écho mammaire, c'est là qu'on voit effectivement qu'il y a une masse dans le sein. Et je rentre voir le gynécologue et m'oriente vers un oncologue pour pouvoir faire d'autres examens pour confirmer si c'est un cancer ou pas. Donc, c'est vraiment là que mon parcours, ma lutte a commencé. Hein. C'était en 2023. En 2023, je me rends au Kankokolo chez le professeur Louyeye qui a réalisé cet examen qu'on appelle biopsie pour justement déterminer quelle est la nature de la masse. Et 10 jours après, j'ai mes résultats. Madame, vous avez un cancer du sein. Et le ciel vous tombe sur la tête. Voilà. En fait, que ce soit n'importe quel cancer, lorsque vous entendez le mot cancer, directement... Légal au cimetière. On organise vos obsèques. C'était ça. Et moi, ça m'a pris 2 semaines pour pouvoir digérer l'information. Et au bout de 2 semaines, j'ai décidé de me battre. En fait, on parle de belle dame parce que une belle âme, c'est une âme qui sait combattre justement face à l'adversité qui se présente devant elle. Comment vous êtes arrivé à faire face à cette grande adversité qui, au premier regard, comme je le disais tout à l'heure, c'est le cimetière? Nous avons des femmes qui refusent même d'aller se faire soigner. Nzamba kosala. Nzamba kosala. Nzamba kosala. Nzamba pe apesi ba docteur wana maye le po basala. Exactement. Donc je voudrais vraiment encourager nos mamans, nos sœurs. Tout vraiment, je ne mets pas en doute la spiritualité parce que je suis une chrétienne, de pouvoir consulter les médecins et d'associer votre traitement à la prière. C'est Dieu qui guérit. À la fin de la journée, c'est Dieu qui guérit. Donc, je décide de me faire soigner. Je me rends à l'étranger. Je me fais soigner, mais c'est un traitement qui coûte extrêmement cher. Vous allez vendre, vous allez vous dépouiller, vous allez devenir mendiant. En bref, c'est tout votre écosystème qui subit un choc, que ce soit votre famille, vos enfants. En tout cas, c'est tout l'entourage. C'est tout l'entourage, le milieu professionnel. C'est vraiment l'écosystème qui subit un choc. Au bout de 6 mois à l'étranger, ça a un coût. Je ne pouvais plus continuer de me faire soigner là-bas parce que ça coûtait énormément cher. Oui, ça coûtait vraiment cher. Je décide de rentrer à Kinshasa. Et à Kinshasa, Dieu merci, le gouvernement prend en charge le traitement du cancer. Pas les examens qui viennent avant, mais le traitement, toutes les thérapies de base, de chimiothérapie et également les thérapies ciblées sont prises en charge par le gouvernement. Donc, je suis rentrée à Kinshasa, je me suis rendue à la clinique Nganda où j'ai continué le parcours du traitement, j'ai continué mes chimiothérapies, j'ai également fait la radiothérapie qui, je souligne une fois de plus, est gratuite. Donc, en Afrique centrale, nous sommes le seul pays où la population peut bénéficier de ce traitement de manière gratuite. Alors, à ce niveau, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi la chimio et la radiothérapie au même moment? Est-ce que votre cancer il était si avancé ou bien c'est juste une des techniques peut-être plus rapides de détruire les cellules cancéreuses? Alors, je me répète tous les jours, je ne suis pas médecin. Mais pour mon cas, j'ai commencé par une chimiothérapie et ensuite une chirurgie. Préopératoire. Voilà, on m'a opéré et après l'opération, quand la plaie a cicatrisé, je suis passée par la radiothérapie simplement parce que la radiothérapie permet de détruire toutes les cellules cancéreuses qui peuvent environner, dans l'environnement, qui se retrouvent dans le sein.
Okay. Donc, à un moment, vous vous rendez compte que votre sein, j'ai la peau claire, mais le sein était devenu noir. Donc, j'ai subi 20 séances de radiothérapie. Donc, chaque matin, à 5 heures, vous devez vous retrouver à l'hôpital et on doit vous recevoir parce qu'il y a beaucoup de malades. Hein. Il y a beaucoup de malades. Là, ça ne concerne pas que le cancer du sein. Non, cancer. C'est tous les cancers. Tous les cancers où on doit administrer une radiothérapie. Ben, on se retrouvait tous là-bas. Donc, j'ai fini ma radiothérapie et la dernière chimiothérapie, ça va bientôt faire 1 an. C'était le 15 avril 2024. Donc là, je suis en rémission. Je prends un traitement hormonal et chaque 6 mois, je fais des contrôles pour voir... en fait, après un cancer, on devient ami des médecins. Il faut tout le temps aller à l'hôpital pour faire des contrôles, pour pas qu'il y ait... Mais est-ce qu'à ce niveau-là, vous n'avez pas une petite psychose du genre... bon, il peut muter du sein vers une autre partie du corps? Oui, la psychose est là. Hein. C'est pas évident quand on a traversé un cancer. C'est pas évident. Une moindre douleur, ça peut être la douleur la plus banale. Elle peut vous faire peur. Mais vraiment la plus banale, vous avez un peu mal au sein. Seigneur, est-ce que c'est rentable? Ouais, alors aujourd'hui, vous avez une ONG, justement. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait avec vous. Aujourd'hui, vous avez une ONG pour sensibiliser les femmes dans l'ensemble. Et il faut bien le faire. Mais quelle est la particularité, je dirais, de votre sensibilisation? Alors, cette ASBL Espoir pour elle a pris naissance pendant que nous étions en plein traitement. Donc, j'ai eu l'idée, je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? Parce que j'ai vu des cas où des femmes ont malheureusement perdu la vie parce qu'elles n'avaient pas l'information. C'est une personne qui peut avoir de l'argent, mais simplement parce qu'elle n'a pas l'information, la maladie gagne du terrain. Mais c'est pas évident non plus de se tenir devant les gens et dire que voilà, je suis frappée ou j'ai été frappée. Vous dites que c'était pendant le traitement, donc je suis frappée par un cancer de sein. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Vous avez le regard. Ou vous avez eu ce courage justement pour brader ce regard social. Je pense que dans tous les domaines de la vie, il faut qu'il y ait une personne qui ait le courage. Je pense que toutes les femmes doivent avoir un grain d'audace, un grain de courage. Et je pense que j'ai développé pendant des moments difficiles de ma vie de l'audace. C'était ma thérapie parce que c'est une maladie qui demande d'être accompagnée, que ce soit le malade ou même les accompagnants, pouvoir consulter des psychologues. Moi, je n'ai pas consulté des psychologues, mais je pense qu'il faut être accompagné. Et pour moi, ma thérapie, c'était d'en parler. J'en parlais et j'étais libérée. Alors, comme je disais, on va revenir à cette question. Qu'est-ce qui aujourd'hui, la motivation, vous l'avez pour sauver les filles, les personnes, les femmes en général, mais quelle est la particularité, je dirais, donc, de votre ACBL Espoir pour elles? Alors, nous, notre particularité, c'est de nous rendre vers les autres. Donc, nous n'attendons pas qu'on nous appelle. Nous faisons le premier pas, nous contactons les entreprises pour faire de la sensibilisation. Et encore plus, nous nous rendons vers la jeune fille. Parce que malheureusement, c'est une maladie qui est en train de plus en plus de se juvéniliser. Donc, vous pouvez voir une petite fille de 17 ans, 18 ans développer un cancer du sein. Donc, je pense que déjà à partir de 15 ans, quand une fille adolescente qui a déjà ses premières menstrues, elle devrait être informée que c'est une maladie qui existe et qu'elle peut être frappée par cette maladie. C'est simplement grâce à l'information qu'elle peut être sauvée. Donc, nous nous rendons dans les écoles, nous faisons de la sensibilisation où on apprend aux jeunes filles quelles sont les méthodes pour faire de l'autopalpation. Et une fois qu'elles découvrent une anomalie, que ce soit de manière générale, on connaît comment est-ce que nos filles sont, elles sont cachotières, de leur mettre en confiance, qu'elles puissent dialoguer avec leurs parents. Donc, moindre pépin, moindre bobo, parlez-en aux parents et allez consulter, allez voir un médecin. Beaucoup, malheureusement, sont partis parce qu'ils se sont rendus vers les charlatans et on vous bombarde de décoctions ou de produits qui ne sont même pas adaptés pour... Qui n'ont rien à voir avec la maladie. Qui n'ont rien à voir, malheureusement. Donc, voilà notre particularité. Aujourd'hui, nous allons vers la jeune fille. Parce que c'est elles, demain, justement, qui vont
qui vont nous remplacer, qui seront les grandes dames de ce pays. On a besoin de ces jeunes filles-là en bonne santé. On parle d'autonomisation de la femme, mais sans la santé, il est impossible d'être autonome. Ah, ça, c'est impossible. Alors, est-ce que vous arrivez quand même à convaincre ces jeunes filles parce qu'à un certain âge, on ne sait pas se faire dépister. Ouais. Est-ce qu'il y a un retour justement avec cette jeune fille qui, pour la plupart, n'ont pas été au courant que de loin de la maladie? Est-ce qu'elle mord à l'hameçon justement sur cette sensibilisation? En fait, nous sommes en train de créer des ambassadrices. Ok. À cet âge-là, elles ne vont pas se faire dépister, mais elles sont des ambassadrices au niveau même de leur communauté. Parce que en fait, les enfants sont impactés lorsqu'ils ont un parent qui est malade. Donc, ces petites filles vont à la maison ramener l'information que le cancer du sein existe. J'en connais qui ont perdu leur mère d'un cancer, que ce soit du sein ou du col de l'utérus, qui aujourd'hui n'arrivent pas à affronter justement un médecin. Je dis affronter parce que bon, il faut aller consulter pour savoir si on a cette bonne santé par peur d'avoir vu ce que a subi la maman. Qu'est-ce que vous dites à ce genre? Il y a plusieurs cas comme ça. On a eu des cas comme ça dans l'association, mais c'était plutôt en entreprise où il y a eu des dames qui ont perdu leur maman et qui ont vu leur mère souffrir et ça a créé un blocage. Mais il y en a déjà 2 qui ont pris ce courage d'aller se faire dépister après notre passage et m'ont appelé pour me dire « Ah non, il n'y a rien ». J'ai dit « Gloire à Dieu ». C'était une très bonne initiative d'aller se faire dépister. Mais il ne faut pas non plus s'arrêter là. Voilà, il faut continuer. Alors, votre première sensibilisation, c'est sur la jeune fille et c'est pour que demain, elle devienne ambassadrice. Voilà. Mais il y a une catégorie des personnes malades déjà qui connaissent qu'elles sont malades, elles le savent, elles ont déjà été diagnostiquées, mais qui ne savent pas par où commencer. Alors, nous avons, au sein de l'ASBL Espoir pour elles, nous avons un groupe de femmes qu'on appelle les femmes fortes. Aujourd'hui, c'est une 50aine. On a un groupe WhatsApp où, quand il y a une femme qui est diagnostiquée, on l'intègre dans le groupe et c'est un groupe où j'ai vu la solidarité. Ok. Ces femmes, elles sont réellement fortes. J'en parle, j'en ai des frissons. C'est un groupe où on se donne des astuces, où on se conseille, où quand l'une ne va pas bien, c'est tout le groupe qui est malade, où on prie les unes pour les autres. Mais également lorsque l'une d'entre nous part, on se cotise pour justement accompagner avec ce qu'on peut collecter la famille, parce qu'après un cancer, c'est souvent le désert. Ah non, ça, j'en sais quelque chose. J'ai perdu il y a 2 ans une sœur qui a souffert du cancer et l'année passée un frère. Donc ça veut dire, en fait, on profite de l'occasion justement pour dire à ces téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent qu'il est important, surtout quand il y a déjà un membre de la famille qui en a souffert, il faudrait absolument se faire dépister une fois l'an. En tout cas, c'est très important. Mais dites-moi, lorsque vous êtes, je dirais, en réunion avec ces femmes qui souffrent déjà, comment vous faites? Parce qu'il y en a certainement qui n'ont pas des moyens pour se faire soigner. Vous, à votre niveau, au niveau de votre ASBL, qu'est-ce que vous faites? Comme je l'ai dit précédemment, le cancer du sein est l'un des traitements... Enfin, tous les cancers, le traitement du cancer est l'un des traitements les plus chers. Nous, notre ASBL n'accompagne pas financièrement les patients, les malades, mais on est là plutôt pour un accompagnement psychologique. Psychologique. Ce qui n'est pas le moindre. La guérison, c'est 40% de votre mindset qui vous permet de guérir. Est-ce qu'il faut d'abord s'accepter aussi, accepter ce qui arrive? Surtout d'accepter, de sortir du déni. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni. Ah non, c'est la maladie des autres. Moi, je ne peux pas avoir cette maladie-là. Lorsque vous êtes diagnostiqué, acceptez la maladie. Acceptez de combattre. Le cancer du sein n'est pas forcément une fatalité, c'est un combat. Et je pense que en chaque femme, toutes les femmes ont une force. Je vois même quand les enfants sont malades ou quand même nous sommes malades et qu'on a un enfant malade, on s'oublie. Oui. On pense aux enfants.
Donc, je pense que la première des choses, c'est de pouvoir accepter la situation et la condition. Sortir du déni. Parce que l'ennemi du cancer, c'est le temps. Plus vous laissez passer le temps, plus la maladie gagne du terrain. Et je vous avez des moindres assure chances d'en que ce guérir. n'est pas beau de voir un sein en Putréfié. décomposition. Non, 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 non. Là, vous êtes avec la personne, mais elle a déjà son sein qui est en train de se De décomposer. sointer. Et là, c'est le palliatif. Là, on attend juste que... Alors, vous avez certainement, ou en tout cas, soit vous les avez déjà, soit vous en aurez, de ces femmes qui, malheureusement, ont connu l'ablation du sein. Comment vous les accompagnez? Parce que, est-ce qu'on peut se sentir femme? Vous avez eu cette chance, vous, de garder vos 2 seins. Mais est-ce qu'on se sent femme, surtout quand on est peut-être marié, quand on est jeune, parce qu'il y a des jeunes aussi, à 30 ans, qui se voient amputés d'un sein ou des 2. Comment vous arrivez à accompagner ces dames? C'est très difficile parce que la femme africaine chérit ses seins. Et lorsque on vous retire une partie de vous, en fait, c'est une partie de vous qui est partie. Et accepter, ce n'est pas facile. Et on a des hommes dans l'association ou encore ailleurs, il y a des hommes qui accompagnent leur épouse, qui acceptent leur épouse dans cette condition-là. Mais on a d'autres il y a le rejet. Tu as un sein, tu n'es plus tu n'es plus aussi femme que ça. Voilà, tu n'es plus attractive. Mais la bonne nouvelle est que aujourd'hui, il y a la possibilité de faire une reconstruction mammaire. Mais bon, c'est vrai que ça a un coût. Déjà, le mois prochain, ici même à Kinshasa, il y a un médecin qui va venir pour faire de la reconstruction mammaire. Ça sera à la clinique Ariel. Donc, c'est un médecin qui vient de Bruxelles qui va faire de la reconstruction mammaire. Donc, il y en a celles qui veulent se faire reconstruire leur sein et il y en a d'autres qui, non, moi, je préfère rester comme ça. Donc, ça dépend d'une femme à une autre. Mais c'est vrai que c'est un coût sur la féminité, perdre les cheveux. Perdre les cheveux avec la chimiothérapie. Avec la chimiothérapie. Moi, je les avais perdus, ils ont repoussé. Se faire amputer des seins, c'est un choc. Mais je pense que la femme va au-delà de ça. Du moment qu'on est en vie, et même si on est amputé, on est utile dans la société, on voit nos enfants grandir, je pense que c'est le plus important. La chimiothérapie, une étape très, 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 très difficile. Oui. Vomissements, faiblesse et tout ça. Comment vous avez traversé? Qu'est-ce que vous direz à ces personnes qui hésitent justement? Parce que j'en ai connu qui a juste pensé qu'il fallait une chimiothérapie. C'était la marche arrière. Oui, c'est vrai que c'est un traitement difficile avec beaucoup d'effets secondaires, d'effets indésirables. Mais je pense que si ça doit sauver votre vie, je pense qu'il faut le faire. Moi, je l'ai fait. C'est vrai que les 3 premières chimios étaient difficiles, mais après, le corps s'habitue. C'est vrai que la première chimio, vous avez des vomissements, vous avez des maux de ventre, vous n'avez envie de rien. Mais au bout de 4-5 jours, les effets secondaires passent. Et on se remet debout et la vie continue. Moi, je peux vous dire, pendant mes dernières chimios, je travaillais. Ça ne m'a pas empêché de travailler. Donc, j'avais ma séance de chimio. Je me reposais le lendemain, souvent pas, mais je travaillais. J'étais même en plein chimio, j'avais mon ordinateur, je travaillais. Ah, mais là aussi, je me demande. Je travaillais. J'ai arrêté de travailler pendant la radiothérapie parce que c'était très lourd. Il fallait être à l'hôpital le matin. Là, j'avais un repos médical de 1 mois. Et c'était très difficile. C'était très difficile. Plus douloureux que la chimio? En tout cas, moi, la radiothérapie m'avait vraiment affaibli. C'était mental. En fait, c'était très lourd. C'était très lourd. Vous vous posez des questions. Pourquoi moi? Pourquoi? Ce sont des questions qu'on se pose. Il ne faut pas souvent suivre le beau sourire que j'ai. Il y a des moments où vous êtes là, Seigneur, pourquoi je suis passée par là? Après, il te répond, tu es passé par là pour aider les autres. Comme j'ai dit, rescaper pour sauver les autres. Voilà. Alors, on me fait signe que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Comment vous êtes arrivé à concilier justement? Où est-ce que vous avez trouvé cette force de concilier le travail
et cette étape difficile, avant de vous poser la question de savoir justement quel a été l'accompagnement du côté de la famille, une étape aussi très, très, très importante, Oui. parce que, bon. Oh, ma famille, mon Dieu, je ne changerai pas ma famille. J'ai été accompagnée et couverte d'amour, même en excès. Quand vous avez un malade dans la famille, pas seulement le cancer, quelle que soit la maladie, je pense que le premier des carburants, c'est l'amour que vous lui communiquez. Mes parents, mes frères, mes enfants, j'ai été couvert d'amour et je pense que c'est ça qui a permis que vous teniez. Que je puisse tenir. Vraiment couvert d'amour, mais vraiment énormément. Ça, c'est une grâce. Oui. Et donc, mes amis, j'ai des amis qui ont prié pour moi, des amis qui ne m'ont pas lâché et qui jusqu'aujourd'hui sont toujours avec moi. Vraiment à cela, ils se reconnaissent. Je dis merci, je leur dis merci. Et vous dites quoi justement à ces membres de famille qui bon, c'est arrivé, bon, c'est peut-être la sorcellerie, voilà, elle a ouvert des portes, parce que ce sont des choses qui se disent. Oui, non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que non, c'est un bassou, c'est un mauvais sort. La maladie existe, c'est pas la maladie des Blancs. C'est une maladie qui frappe les Africains également. Lorsque vous avez la possibilité... C'est pas non plus la maladie des riches. Non, c'est pas la maladie des riches. Non, 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 non. Non, on a vu des cas où la personne qui ne sait pas par où commencer. Donc, je voudrais demander aux membres de famille d'être bienveillants. Je demande toujours qu'on puisse développer de la bienveillance. Vous parlez de belles dames, d'avoir des âmes pures pour pouvoir aider les personnes qui sont autour de nous, qui sont dans le besoin. On s'est vraiment apaisanti sur le cancer du sein. Une question quand même sur le cancer du col de l'utérus. C'est vrai que c'est facile pour le cancer de sein, après des palpations, d'identifier un nodule en nous, sur nous. Mais comment, justement, pour le cancer du col de l'utérus, c'est pas évident. Le cancer du col de l'utérus, il faut faire un examen qu'on appelle le frottis vaginal, qui va justement déterminer si vous avez des lésions ou pas. Donc, il faut faire cet examen-là une fois l'an, systématiquement. Et dans Espoir pour elle, vous avez des cas comme ça? On a eu un cas de cancer de sein. Malheureusement, la dame nous a quittés. Malheureusement, ouais. Oui, c'est très dur. C'est dur. Alors, moi, je vais vous demander de regarder la caméra droit devant vous. Vous allez parler à 2 catégories, peut-être 3, des personnes. D'abord, les femmes ou les jeunes filles qui n'osent pas se faire dépister. Vous allez parler à ces personnes qui ont osé et qui sont diagnostiquées positives du cancer. Et enfin, à leur famille. Ok. Je vais commencer par la jeune dame ou la jeune fille qui n'a pas encore pris conscience de cette maladie. Le cancer du sein et du col de l'utérus sont des maladies qui existent et je les invite à avoir les bons réflexes déjà, de faire de l'autopalpation et d'avoir l'habitude de consulter un gynécologue. N'attendez pas d'avoir mal, n'attendez pas que la maladie gagne du terrain pour vous rendre à l'hôpital. Rendez-vous à l'hôpital quand tout va bien. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte que souvent, que notre corps cache d'énormes secrets. Et pour la femme qui est malade, qui vient d'apprendre qu'elle est diagnostiquée, de ne pas baisser les bras. La guérison commence par la tête. Vous êtes malade, faites-vous soigner. Rendez-vous à l'hôpital. Il y a aujourd'hui des hôpitaux qui prennent en charge ces maladies-là. Rendez-vous à l'hôpital, faites-vous soigner. Ne négligez pas les soins. Et pour les familles qui accompagnent les personnes malades, c'est vrai que c'est très lourd parce que c'est un traitement qui coûte énormément. Mais je pense que rien n'est plus beau que l'amour et rien n'est plus beau que de voir un membre de famille tenir parce que vous avez pu tendre la main, vous avez pu faire une prière pour cette personne, vous avez pu acheter un médicament. Je pense que nous devrons développer beaucoup plus de bienveillance. On en a besoin. Voilà, merci. Merci à vous, Karine Anikian, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir partagé votre expérience. Et je suppose, je crois fermement que votre appel a réveillé plus d'une
qui nous suit et qui nous suivra. Je vous remercie. Je vous remercie pour le plateau. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci, un plaisir partagé. Fidèles téléspectateurs, donc on en a terminé pour le numéro du jour. Vous avez entendu, vous avez appris. S'il vous plaît, chères dames, conscientisez vos filles à la maison. Le nodule peut être au niveau du sein, mais peut-être vers aussi les aisselles. Parce qu'on a la tendance de se focaliser sur le sein. Mais on peut sentir, c'est pas à vous de dire non, non, c'est à l'hôpital de le faire. S'il vous plaît, dépistons, faisons dépister nos enfants, pourquoi pas, qui ont plus de 20 ans, si je ne m'abuse, à partir de 20 ans. Mais nous-mêmes aussi ayons cette habitude de nous palper au conjoint aussi, d'aider leur conjointe justement à cette sensibilisation, à se faire palper et se faire dépister. J'ai dit et je vous remercie. On se retrouve très prochainement avec une autre invitée, mais surtout avec le même plaisir.